Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois il s'agit d'un bilan vis-à-vis d'un challenge. Ma première partie du bilan du Pumpkin Autumn Challenge organisé par le terrier de Guimauze. J'espère que je n'écorche pas son nom. Je vous mettrai sa chaîne et la vidéo de présentation du challenge en barre d'infos. Le Pumpkin Autumn Challenge est un challenge qui dure sur 3 mois, du 1er septembre au 30 novembre. Donc c'est vraiment, on a de la place pour des livres. Il est composé de 4 menus avec à chaque fois 3 ou 4 sous-catégories par menu. Alors il faut se dire qu'il y avait énormément de livres. Moi j'ai décidé de diviser en deux parce que sinon ça va faire des vidéos trop longues. Et en plus de diviser en deux le bilan, j'ai aussi la moitié des lectures de ce Pumpkin qui ont été des lectures pour le challenge Disney Book Challenge, de les lectures sucrées que je suis aussi et pour lequel j'ai participé. Donc je ne vais pas reparler dans le Pumpkin Autumn Challenge des lectures que j'ai effectuées et que j'ai chroniquées en bilan du Disney Book Challenge. Je vous mettrai en barre d'infos et si j'arrive à faire le petit i, mais je ne sais pas encore comment on fait ça, je vous mettrai le premier bilan du Disney Book Challenge parce que je l'ai aussi divisé en deux. Pour cette fois, on va partir sur 6 livres que j'ai lus déjà durant ces 2 mois et demi. Je pense que je vais d'ailleurs arriver à finir ce challenge, mais ça on verra dans le deuxième bilan si j'y suis arrivée ou pas. Je me suis mis un peu beaucoup de livres en fait, j'ai mis souvent 3 livres par sous-catégorie. En fait j'aurais dû en mettre qu'un seul, je ne sais pas pourquoi je suis partie sur 3 livres à chaque fois. Allez comprendre. Alors le premier livre que je vais vous montrer, il s'agit de Mon automne cosy, édité et illustré par Caroline Millet, et elle-même écrit les textes. C'est un petit livre absolument doudou. J'ai adoré ma lecture. Je peux vous montrer quelques pages. On est sur l'automne tout simplement. On y trouve des recettes de cuisine. On y trouve aussi des bricolages, si je trouve des pages de bricolage. Voilà. Caroline nous propose aussi ses lectures préférées pour la saison d'automne, ses livres préférés donc, ses films préférés, voilà, là c'est les livres qu'elle préfère. On a derrière la possibilité nous-mêmes de faire notre petite pile à lire préférée de livres pour l'automne. Ça a vraiment été une petite lecture doudou, j'en ai profité, je lisais une dizaine de pages par soir. J'ai vraiment passé un moment agréable, les dessins sont absolument trop jolis. J'aime énormément, en plus on a des astuces par exemple pour faire un herbier, elle nous montre des champignons, elle nous montre des traces d'animaux et aussi sur les différentes fleurs et feuilles qu'on peut trouver en automne. Donc en même temps ça peut être utile pour apprendre sur l'automne, sur cette saison, nous en tant qu'adultes, et je trouve aussi pour les enfants ça peut être très utile. Je ne l'ai pas encore amené au travail, mais je vais leur amener pour leur montrer les différentes fleurs, les différentes feuilles, pour voir les bricolages qu'on pourrait faire ensemble, ou les recettes de cuisine. Je trouve qu'il est autant pour les enfants que pour les adultes ce livre. C'est vraiment une petite lecture doudou, ça se lit facilement bien sûr, c'est pas prise de tête. On plonge au cœur de cette saison, et pour moi l'automne c'est pas une saison préférée, mais avec un petit livre comme ça, ça deviendrait presque une saison que j'adore en fait. Et cette lecture, je l'ai mise dans le menu Automne douceur de vivre, dans la sous-catégorie It's Just a Bunch of Hocus. D'ailleurs, j'ai aussi mis dans cette sous-catégorie, que j'ai aussi lu déjà, un Shiba couleur d'automne, dont vous retrouvez la review dans le Disney Book Challenge, et ça, je sais que je vous l'ai déjà mis dans la première partie. Donc ça, c'était les 2 lectures pour cette sous-catégorie. Et pour ce livre, j'ai mis un joli 20 sur 20 parce que ça a été un petit coup de cœur, tout simplement. J'avais déjà mis un 19 sur 20 à un Shiba couleur d'automne, qui traitait donc aussi sur l'automne, mais il me manquait un tout petit peu plus de contenu pour pouvoir mettre 20 sur 20. C'est le contenu qu'on a retrouvé dans ce petit livre. Automne, Halloween, Samhain, donc on rentrait totalement dans les 3 thématiques. En second livre, j'ai lu Les brumes de Cendrelune, le tome 1 de Georgia Caldera, chez J'ai lu. Et ce livre-là, je l'ai mis, je cherche dans mon
planner, où est-ce que je l'avais mis? Je l'avais mis dans la catégorie le menu automne des mystères, la sous-catégorie le destin perdu, avec les mots-clés temps, horloge, énigme, puzzle, historique, steampunk. C'est parce que j'avais vu, je ne savais pas quoi mettre dans cette catégorie et j'ai vu des gens qui ont mis celui-ci. Donc j'imagine que ça colle bien avec les thématiques. J'ai beaucoup apprécié ce premier tome. En fait, c'est particulier. C'est-à-dire que j'ai commencé ce premier tome après avoir eu 2 lectures coup de cœur l'une sur l'autre, dont une que je vous présenterai après. Et au début, j'ai eu du mal à rentrer dans cet univers, à comprendre l'engouement qu'il y avait autour de ce livre. Je crois que c'est Kimi qui me l'a fait connaître, mais d'autres booktubeuses que je suis l'ont lu. Et sur Discord où je suis, les filles en parlent souvent. Je pense notamment à Amélie, je crois qu'elle a lu les 3 tomes. Et je me disais, ben, je vois pas trop qu'est-ce que les gens trouvent à ce livre. Je pense que ça vient du fait que j'ai eu 2 gros coups de cœur l'un sur l'autre. Et plus les pages ont passé, plus finalement j'ai apprécié ma lecture et j'ai terminé ce premier tome avec vraiment une très bonne note finalement, parce que j'ai passé un très bon moment. C'est venu en fait petit à petit. Il fallait que je m'imprègne gentiment de l'histoire. J'ai énormément apprécié la plume de Georgia Caldera, que je ne connaissais pas, c'est mon premier livre que je lis d'elle. Et c'est vraiment une lecture fluide. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là, l'écriture est super agréable et super fluide. J'ai trouvé que les chapitres étaient d'une longueur super appréciable, ils ne sont pas trop longs, parce que moi des fois quand les chapitres sont hyper longs, quand il est tard le soir, on a encore envie de lire un petit chapitre, mais s'il fait 40 pages, on ne peut pas. Là, c'est vraiment des petits chapitres et c'est super sympa. On y suit l'histoire de Zéphise, moi je le dis comme ça, j'espère que c'est juste, qui est une jeune femme qui n'est plus tout à fait à 100% humaine. Elle a été rapiécée, comme on appelle ça, quand elle était plus jeune. On est dans un univers, je ne sais pas si on est sur notre Terre, tel que je le perçois, oui on est sur notre Terre, mais dans un futur très lointain, même si c'est plus du tout comme c'est maintenant. Et sur cette terre, il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus d'animaux, c'est une terre un peu désolée et c'est les dieux qui gouvernent les humains. Le chef de ces dieux est Orion, qui est le père suprême des dieux, et il a plusieurs enfants, d'autres dieux, des filles et des garçons. Et il a aussi un fils qui est un sang mêlé, mi-humain, mi-dieu, parce que ça fait des siècles, enfin des années en tout cas, que lui, comme ses enfants, n'arrive plus à créer de Dieu. Donc à un moment donné, il a contourné sa propre loi et il a été s'accoupler avec une mortelle et il a réussi à avoir non pas un Dieu complet, mais un demi-dieu. Ça semble être la solution à leur problème pour procréer, de le faire avec des humaines. Alors Orion, c'est clairement un dieu tortionnaire, hein, c'est tout ce qu'on veut. On est dans un univers, les gens n'ont pas le droit de penser ce qu'ils ont envie. Ils n'ont pas le droit d'avoir des pensées négatives sur les dieux. Ils n'ont pas le droit de les émettre à haute voix. Orion arrive à savoir, par différents moyens, quand quelqu'un critique les dieux, le critique, et du coup il les fait emprisonner pour après les amener à l'arbre des supplicés par son ombre, qui est son général, à quelque part son commandant, et il les fait exécuter. Quand la personne, par exemple si c'est une famille, c'est le cas de la famille de Zéphise, comme elle n'était pas impliquée dans les propos que le papa et la maman ont tenus, elle n'a pas été mise à l'arbre des supplicés. Par contre, comme le papa a fait de la résistance à ce moment-là, l'ombre a demandé à ce que sa fille, pour le punir, en plus d'être amenée à l'arbre des supplicés et être tuée, et bien sa fille, qui ne l'était pas, par contre, allait devenir une rapiécée. Une rapiécée, c'est quand on vous coupe des bouts de corps, tout simplement, un bras, une jambe, et qu'on vous en met des artificiels. Ce qui permet, c'est d'ailleurs un des dieux qui fait ça, c'est Héphaïstos. Ça nous rappelle quelque chose, hein, ça vient de la mythologie grecque. Et ça permet d'ailleurs, quand les gens sont rapiécés, à Orion de plus les contrôler encore, plus facilement. On découvre donc Zéphise quelques années plus tard, qui maintenant, au début, elle ne détestait pas les dieux, mais alors maintenant, en tant que jeune femme, depuis ce qui est arrivé à ses parents, elle ne peut plus les voir en peinture. Et on suit en même temps le fils, Orion, qui est donc à demi-dieu, et qui est Verlaine. On le suit dans son quotidien, son ressenti. Zéphise, elle, joue du violon, même si elle n'y prend plus de plaisir depuis quelques années, hein, depuis ce qui est arrivé à ses parents. Et Verlaine, lui, joue du piano.
Il y a une très jolie relation au début entre eux, dans le sens où Zéphise entend Verlaine jouer du piano et elle se met alors à jouer au violon pour être en harmonie avec lui. Elle ne sait pas qui joue du piano, mais elle trouve cette musique très belle. Et ça, j'ai trouvé que c'était un gros plus d'ailleurs. Cette partie sur la musique est un côté poétique à l'histoire. Je pense que clairement, on est sur une romance entre Zéphise et Verlaine. Ce qui, vous vous doutez, est un ennemi Lovers parce que très vite, elle découvre quand même que c'est un demi-dieu. Je crois qu'elle, j'ai plus de souvenir si elle sait déjà que c'est le père, si elle sait que son père est Orion, ou si elle ne l'a pas encore découvert. Mais en tout cas, elle sait que c'est un demi-dieu, donc elle les déteste tous. Mais je pense qu'on va partir clairement sur un Enemies to Lovers, même si la fin m'a laissé un petit peu... j'ai pas encore la suite, et j'étais... Ah ben ça finit comme ça? Mais on aurait pu me prévenir que j'achète le tome 2, parce que je veux savoir, moi, du coup. Mais voilà, comme quoi, des fois, au début, on peut avoir une lecture où on se dit où est-ce qu'on va aller, je comprends pas trop l'histoire. Et au final, j'ai plutôt bien apprécié puisque je lui ai mis un 18. Donc, comme quoi, des fois, même quand on commence un livre, on n'a pas tout de suite le truc sur le livre, il vaut mieux aller jusqu'au bout parce qu'au fil de l'histoire, on comprend mieux, on voit où on va. Et voilà, moi j'ai beaucoup apprécié. Après, je redoute un petit peu le tome 2 et surtout le 3 parce que j'ai lu des gens qui ont totalement aimé tout l'univers. Mais j'ai lu aussi quelques personnes qui avaient été déçues par le tome 3 et qui trouvent que le tome 1 au final était le meilleur. Donc j'ai un petit peu peur, mais de toute façon je continuerai assez rapidement, j'espère, parce que vraiment cette fin m'a laissé sur les fesses. Ensuite, sous-menu Automne des mystères, dans la sous-catégorie Le Destin perdu, avec, encore une fois, comme pour les brumes de Cendrelune, temps, horloge, énigme, puzzle, historique, steampunk. Je ne sais pas s'il allait vraiment bien dans cette catégorie, mais moi je l'ai mis là. Au pire, il va dans d'autres, hein. Il va dans la féerie, dans quoi est-ce qu'il peut aller, je ne sais pas, mais il va dans d'autres choses. Clairement, le pumpkin, il est grand, il va dans d'autres choses. Donc j'ai lu le premier tome, Le sang et la cendre, j'ai toujours tendance à dire, From London Dash, de Jennifer Larmont-Trutt, chez De Saxus, la magnifique édition reliée d'ailleurs. Et alors là, mais comment vous dire que ça a été un énorme coup de cœur. C'est un 21 sur 20 si c'est possible et si ça existe, pour vous dire à quel point c'est un gros coup de cœur pour moi. J'étais à peu près sûre que j'allais avoir un gros coup de cœur parce que ça fait des mois que Solène, de Livrement Addict, en parle. Et elle en parlait en disant, elle a lu les 3 premiers tomes en VO, et elle en parlait en disant que c'était limite en train de déconner à Cotard pour elle. Et on a, elle et moi, le même point commun, c'est que Cotard est notre saga préférée à l'heure actuelle. Donc je me suis dit, si on a le même goût pour Cotard et que c'est en passe de détrôner Cotard, c'est que forcément, ça doit vraiment valoir le coup. Et ça vaut vraiment le coup. Et en plus, la traduction est vraiment, moi j'ai trouvé vraiment la traduction très bonne. J'ai pas vu tant de fautes que ça, parce que des fois, il y a eu des fois des petits couacs chez De Saxus, mais depuis quelques livres, moi j'en vois plus tant que ça, des couacs. Donc vraiment une écriture, mais vraiment, c'est mon premier Jennifer Larmont-Trutt, mais ce ne sera pas mon dernier. Hein. Et en fait, pour être honnête avec vous, dès que j'ai fini ce tome 1, je me suis acheté les 3 premiers tomes en VO. J'ai pris carrément les éditions Fairy Loot sur Vinted. Oui, j'ai fait cette folie. Et je suis déjà en train de relire le tome 1 en VO. C'est pour vous dire. Alors, dans Le sang et la cendre, on suit en fait Poppy, qui est une jeune héroïne. Elle est considérée, c'est la pucelle, l'élue des dieux. On sait qu'à un moment donné, elle va devoir faire une ascension. Elle va être offerte aux dieux, mais elle-même ne sait pas en quoi va consister cette ascension particulière et le fait qu'elle sera offerte aux dieux. Personne ne lui dit ce que ça sera. Elle ne le sait pas et ça l'inquiète. On le sent, ça l'inquiète. Poppy n'est pas la seule à faire une ascension. Il y a d'autres personnages, d'autres jeunes femmes et jeunes hommes qui font l'ascension régulièrement. On les appelle les en attente, mais l'ascension de Poppy, elle le sait, sera différente. Les autres en attente, par contre, une fois qu'ils ont fait l'ascension, Poppy les trouve différents. C'est-à-dire, par exemple, qu'ils ne vivent plus le jour, mais la nuit. Donc on se pose tout de suite des questions, on se dit, hein, quand on est un peu sur Fantasy Fantastique, on se dit, ils vivent la nuit, ils se cachent en quelques heures de la journée. Y a-t-il une part vampirique là derrière? Je vous en dirai pas plus.
Mais voilà, Poppy se pose beaucoup de questions. Et qui plus est, Poppy, comme elle est l'élue des dieux, la pucelle, n'a pas le droit de se montrer pratiquement. Il n'y a que 5-6 personnes, quelque chose comme ça, un très petit cercle de gens qui ont le droit de la voir, de voir son visage en entier. Sinon, elle est toujours voilée. On ne voit pas son visage. En plus de ça, elle ne peut pas parler à beaucoup de gens. Encore une fois, très peu de gens lui parlent. Et elle n'a pas le droit d'être touchée par personne. Donc vous imaginez qu'elle n'a pas non plus le droit, en tant que pucelle, d'avoir le moindre rapport sexuel, d'être embrassée ou quoi que ce soit. Elle n'a pas le droit de se battre. Elle doit apprendre ses petits devoirs, en quelque sorte, avec la prêtresse sur les dieux, sur l'histoire de leur peuple, etc. Elle est en quelque sorte dans une cage dorée, comme ça. Hein, tu fais ce qu'on te dit et pas autrement. Mais Poppy, c'est une jeune femme et elle a envie de vivre, elle a une fureur de vivre en elle, de découvrir le monde. Elle se demande pourquoi est-ce que j'aurais pas le droit, avant de faire mon ascension particulière, de faire des choses que les autres gens font. Et dès le début du livre, on commence avec Poppy qui transgresse les règles qu'on lui impose tout simplement. Je ne vous dirai pas en quoi. Puis on découvre au fil de l'histoire que ça fait des années qu'elle transgresse les règles. Hein, entre autres, elle ne doit pas se battre, mais elle a appris à se battre avec un ami à elle. Mais là, elle est dans une étape de sa vie où elle en veut plus. Elle veut découvrir plus de choses. Alors, il faut le dire, c'est un récit mature. Déjà, dès ce premier tome, il y a des scènes de sexe assez explicites. Et d'après ce que j'ai compris que Solène disait, plus on avance dans les tomes, si j'ai bien compris, plus les scènes sont assez explicites et chaudes. Elle disait que si on les met à Cotard, c'est encore plus chaud que dans Cotard, au niveau du sexe, au niveau des scènes, comment elle dit en anglais, steamy? Je crois qu'elle dit comme ça pour sa part. Donc oui, je vous confirme, les premières pages, on est sur des choses déjà assez chaudes. Ça donne tout de suite le ton au livre. Hein. Après, ça se calme un peu, mais un peu plus de la moitié, on recommence un petit peu sur des choses assez pimentées quand même. Hein. Mais j'ai vraiment aimé cette histoire, j'aime beaucoup le personnage de Poppy. Certaines personnes lui ont reproché, sur la dernière partie du livre, je peux comprendre ces personnes, sur le fait qu'elle était un peu une girouette. Je t'aime plus, je te hais pas, je ne veux pas en dire plus. Je comprends ces personnes, mais moi je comprends aussi Poppy. Parce que dans ce livre, vous avez une histoire incroyablement bien écrite, vous avez des retournements de situation, vous avez des personnages attachants, des histoires entre eux attachantes d'amitié, d'amour. Et la pauvre Poppy, à un moment donné, son univers, il va s'écrouler. Et vous vous en doutez. Donc moi, je comprends que Poppy soit, sur la fin, instable. Parce que tout s'est écroulé pour Poppy. Mais je ne vous dirai pas qui, comment, quoi, pourquoi. Pour ça, il vous faut le lire. Mais c'est vraiment un super livre de fantasy. Apparemment, c'est le premier de Jennifer Larmentrout. D'habitude, je crois qu'elle fait plus du fantastique. Il me semble qu'elle a fait quelque chose avec des extraterrestres. Enfin voilà, mais là on est vraiment sur un récit complètement fantasy, mais c'est un énorme coup de cœur et j'ai vraiment hâte de lire le tome 2 dès que j'aurai fini ma relecture du tome 1 en VO. Franchement, si vous aimez les histoires d'amour, un peu compliquées et avec un peu de sexe et du fantasy, vous avez tout ça dans Le sang et la cendre, le tome 1. En quatrième lecture, dans le menu Automne, douceur de vivre, dans la sous-catégorie Il suffit de se souvenir de rallumer la lumière, nous avions les mots-clés feel good et émotion, santé mentale. Et j'ai mis émotion et santé mentale, j'ai mis Bad Boys et Intello, le tome 2 de Charlie Faro, qui est un auto-édité avec Amazon. Pourquoi j'ai mis ce tome 2? Parce que je pense qu'on est totalement dans la thématique des émotions et de la santé mentale. Pour vous résumer le tome 1, on suit Maëlle, qui est une jeune lycéenne. Cette histoire se passe en France. L'autrice fait beaucoup de ses livres, pas tous, mais beaucoup, en France. Et c'est aussi quelque chose que je trouve génial. Une romance en France, avec des jeunes français. Pas toujours partir en Amérique, en Australie ou en Angleterre. Non, pour une fois, ça se passe chez nous. Donc on suit Maëlle, une jeune lycéenne qui est un peu intello sur les bords, comme indique le titre, qui s'acharne dans ses devoirs, dans ses études, et Matt, qui se fait passer pour un bad boy. Est-ce qu'il est vraiment un bad boy ou non? Ça, je ne vous le dirai pas, c'est à vous de le découvrir. Le fait est que tout les oppose. Et en début d'année scolaire, par un hasard, Matt vient prendre la défense de Maëlle et sa copine auprès d'une supérieure de l'école
qui embête la copine de Maëlle sur la taille de sa jupe, enfin ou la tenue qu'elle porte à l'école, hein, qui est un sujet d'actualité aussi, les tenues à l'école qui sont souvent trop sexy aux yeux des professeurs, etc. Et du coup, Matt et Maëlle se retrouvent collés ensemble et ils vont passer un deal, parce que Matt, en tant que bad boy, il a des notes catastrophiques dans beaucoup de matières, comparé à Maëlle qui est très douée. Donc Maëlle lui donnera des cours rémunérés contre le fait que Matt aussi de temps en temps la transportera. Il me semble que c'est ça le deal à la base. En tout cas, le fait est que Matt lui propose de lui payer les cours qu'elle lui donnera. Maëlle accepte parce que Maëlle vit seule avec sa maman et son petit frère depuis qu'il est arrivé quelque chose à leur papa. Et le fait est que c'est difficile pour eux financièrement, donc elle se dit je vais aider le bad boy, il n'y a pas de souci. Sauf que bien sûr, au fil des semaines, ça va tourner en romance. Comment et pourquoi, ben ça, je vous laisse le voir. Alors attention, les thématiques fortes de ce livre, d'où le fait que je les ai mis dans émotion et santé mentale. Si vous ne voulez pas écouter, je vous fais comme ça, et quand ce sera fini, je vous ferai comme ça. Donc spoiler. Les santé mentale et émotion, c'est qu'on y traite du suicide et de l'alcoolisme. Puisque un des personnages a des pensées suicidaires, un autre personnage s'est suicidé, et on traite, comme je vous dis, un des personnages est alcoolique. Et on a aussi le décès, le deuil, sous une autre forme encore. Voilà. Fin du spoiler. Donc, voilà pour les trigger warnings. Bon, ils sont là. Moi, ça m'a pas perturbé plus qu'autre chose, mais si vous êtes très sensible, peut-être que ça peut vous perturber. Puis surtout, si vous avez vécu ces situations, je pense que ça peut être perturbant. J'aime beaucoup la plume de Charlie Faro. C'est pas le premier auto-édité que je lis d'elle. Elle en a déjà fait plusieurs. Et par contre, c'est sa première grosse romance. Les autres fois, j'ai lu des nouvelles de Noël d'elle. Moi, j'aime beaucoup la plume de Charlie. C'est agréable à lire. On se pose pas un million de questions non plus. C'est pas une intrigue vraiment. Comme je vous dis, c'est une petite romance. C'est une romance doudou. Moi, j'appelle ça comme ça, même s'il y a des sujets un peu délicats dedans. C'est juste une petite romance avec quelques questions qu'on peut se poser parfois, mais c'est plus une romance sans prise de tête. Juste pour savourer, tout simplement. Moi, c'est comme ça que je l'ai pris. Je trouve que la plume de Charlie est quand même très agréable à lire. Moi, je ne peux que conseiller Charlie Faro. De toute façon, moi, j'aime bien les livres de Charlie, mais ça, c'est d'un point de vue personnel. Pour ce livre, je lui ai mis un joli 17 sur 20. Parce que j'ai passé un très bon moment. Après, c'est pas mon livre préféré de Charlie Faro. J'ai préféré le tome 1 de Nora, qui est du fantasy. Du fantastique même, parce que c'est dans notre planète, mais future. Donc c'est du fantastique post-apocalyptique, en quelque sorte. C'est celui-là mon préféré de Charlie, mais là, j'ai quand même mis un joli 17. Je pense que c'est largement mérité. Parce qu'au-delà de la romance, il y a quand même un sujet, enfin plusieurs. Au-delà de la romance, il y a quand même plusieurs sujets qui sont traités en profondeur, ou moins profondément, mais ils sont là. Donc c'est, voilà, les thématiques avec les trigger warnings que j'ai parlé dans la partie spoiler, et sinon bah, des parties comme avec les tenues que les jeunes femmes portent de nos jours, qui sont trop sexy à l'école. Ça c'est un tabou qu'on a beaucoup. Est-ce que c'est trop sexy, est-ce que ça l'est pas? Donc moi je trouve, et c'est souvent le cas, Charlie met souvent des petites choses comme ça dans ses romans, où on se pose juste les questions de se dire, oui, dans notre société, c'est le cas actuellement, est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est pas juste? Donc voilà, pour Bad Boy et Intello, le tome 2. Ensuite, j'ai lu Sœur de sang, le tome 2, Feu sacré, de Niki Popretto, chez Lumen, toujours une jolie brique. Et alors lui, je l'ai mis dans la catégorie, que je ne vous dise pas de bêtises. Voilà, le menu. Automne, douceur de vivre, la sous-catégorie J'ai un dragon et j'hésiterai pas à faire feu. Je l'ai mis pour la partie animaux, tout simplement. Parce qu'on y suit des aventures avec des phénix. Alors déjà, ça c'est le gros point positif dans cette histoire, c'est les phénix. Pour une fois, on n'est pas sur des dragons et des dresseurs de dragons, mais sur des phénix et des dresseurs de phénix. Et moi j'adore aussi les phénix comme créatures mythiques, je les adore, autant que les dragons. On y suit, pour vous résumer le tome 1 plutôt, on y suit Véronica et Val, qui sont deux sœurs. Elles vivent dans un univers de fantasy complètement inventé, et il y a quelques années en arrière, il y a eu la guerre de sang, entre deux demi-sœurs, Feronia et Avalkaira, mon Dieu,
j'ai toujours un mal fou à prononcer le prénom. Je vais le chercher. Avalkira. Elles étaient demi-sœurs. Une était la reine couronnée de plumes. Avalkira, c'était une dresseuse de phénix. Elle s'estimait être la reine du royaume. Et Féronia était en quelque sorte le pion du conseil. Elle essayait de contrer sa sœur parce que Avalkira était complètement... elle a perdu un peu les pédales dans cette guerre qui faisait rage. Elle allait trop loin. Et donc, les deux sœurs sont mortes. Et quelques années plus tard, c'est le conseil qui gouverne totalement les terres. Ils ont éradiqué les dragonniers. Non mais voilà, quand je vous dis qu'on a tout souvent l'habitude aux dragons, ils ont éradiqué les dresseurs de phénix et les phénix. Ils ont tué les phénix, ils ont détruit les œufs quand ils en trouvaient, etc. Et ils pensent avoir détruit tous les phénix et les dresseurs de phénix. Val et Véronica avaient des parents dresseurs de phénix et elles rêvent de devenir dresseuses de phénix à leur tour. Ça fait des années qu'elles cherchent des œufs et un jour, elles en trouvent et un des œufs va éclore. Il va éclore pour Véronica. Et ça, c'est le tout début du livre, hein, donc je ne vous spoil pas beaucoup. Sauf que quelques semaines après l'éclosion de l'œuf, Val, sa sœur, va avoir un acte de cruauté extrême envers le phénix de Véronica, parce qu'il a éclos pour Véronica et non pas pour Val. Et ça va scier l'amour fraternel des deux sœurs. Et Véronica va finir par s'en aller. Elle va s'en aller toute seule, elle va chercher les dresseurs de phénix, parce que on murmure qu'il y en a encore qui se cachent, qui forment toujours des phénix et des jeunes dresseurs pour pouvoir un jour renverser l'Empire. Elle finit par les trouver. Comment, pourquoi, ce qu'elle devient exactement, ça je ne vous le dirai pas. Elle y rencontre par contre Tristan, avec qui elle s'entend très bien. D'ailleurs, on suit dans cette histoire le point de vue de Véronica. Après, dès le tome 2, je ne sais plus si on a déjà dans le tome 1, mais dès le tome 2, en tout cas, on a aussi le point de vue de Val. On a aussi le point de vue de Tristan, qui est un dresseur de dragons, lui aussi, un apprenti. Et Sèvres, quant à lui, est enrôlé dans l'armée de l'Empire. Non pas qu'il y prend plaisir, mais il était lui-même fils de dresseur de phénix. Et il a vu ses deux parents d'ailleurs se faire tuer lors de la guerre, sur la fin de la guerre. Et pour éviter les problèmes, pour être en sécurité, il s'est enrôlé dans l'armée. Et on va suivre son cheminement aussi petit à petit sur est-ce qu'il est vraiment à la place où il doit être dans cette armée qui a tué son père, cet empire, qui a tué son père et sa mère, ou est-ce qu'il est autre chose? On va donc suivre ces 4 différents points de vue. Dans le tome 2, il y a plus souvent Val aussi. Mais c'est une très bonne histoire, c'est des gros bébés. Par contre, ce tome 2, j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs, plus que dans le tome 1. Très honnêtement, il y a 2 couples qu'on sent qu'ils vont se former au fil du roman, coucou Electra, et ces 2 couples, il nous faut 2 tomes. Il faut à peu près, pour le premier couple, il faut à peu près arriver à là, sur le deuxième tome, pour qu'ils s'embrassent. Et le dernier couple, le second, il faut à peu près arriver à là, pour qu'ils s'embrassent. Donc autant vous dire que ça met 1 tome et demi. Si vous aimez les slow burn, vous allez être servi, mais au bout d'un moment, ça fait un peu long. Et l'action dans ce deuxième tome met quand même du temps à démarrer. Il y a beaucoup, ça stagne une bonne partie du tome. Je dirais que l'action véritable, elle commence à peu près par ici. Voilà, à plus de 500 pages, je dirais, sur les 700. Donc des fois, ça m'a un petit peu rendu la lecture mitigée. Mais malgré tout, pour la fin, qui contient énormément d'action, de rebondissements, pour les histoires d'amour qui me plaisent quand même à l'intérieur, j'ai quand même mis la même note que pour le premier tome, je lui ai mis un 18. Franchement, l'écriture de Niki Popretto, elle passe très bien, hein, et je vois pas les pages passer, hein, même si c'est une brique, et même s'il y a des longueurs, ça se lit tout seul. Après, j'aime beaucoup certaines choses, j'aime beaucoup les mystères qu'on a, je me demande comment ça va se finir, j'espère que ça se finira bien. Je trouve que c'est plutôt bien trouvé et bien recherché comme histoire, et je le conseille vivement. Surtout si vous aimez les phénix. On ne voit pas souvent des phénix. Et le dernier livre que j'ai lu, c'est Le Paris des Merveilles, tome 2 de Pierre Pével, aux éditions Bragelonne. Alors, lui, je l'ai mis dans le menu
Automne, douceur de vivre. Dans la sous-catégorie, j'ai un dragon et j'hésiterai pas à faire feu. Pour les animaux et les anthropomorphismes, il me semble. Et je l'ai aussi mis dans mon automne des mystères, dans la sous-catégorie le destin perdu. Temps, horloge, énigme, puzzle, historique, steampunk. Là, on rentre totalement pour l'historique. Et puis je trouve un petit peu les énigmes, bien sûr, et les puzzles en quelque sorte. Puisqu'on y suit, on est au début des années 1900, quelques années après la création de la Tour Eiffel, à Paris. Mais ce n'est pas le Paris qu'on connaît. C'est un Paris avec des créatures. Il y a quelques années avant les années 1900, l'outre-monde s'est dévoilé sur la planète Terre, donc une partie très connectée avec Paris. On peut rejoindre l'outre-monde par Paris. Donc dans ce récit, on y trouve des mages, on y trouve des fées, on y trouve des chats ailés, comme vous pouvez le voir là. On nous parle dans le résumé qu'il y a aussi des sirènes dans la Seine. Et ensuite, en fait, on suit les aventures d'un mage qui s'appelle Griffon et de son associé, enfin en quelque sorte, qui est la Madame Isabelle de Saint-Gilles, la baronne de Saint-Gilles. Il s'agit en fait d'un couple. Ils sont mariés, ça fait des années qu'ils sont mariés, parce que dans ce récit, les mages peuvent vivre beaucoup plus longtemps que notre moyenne. Et en fait, on les suit dans différentes histoires. Dès le tome 1, vous avez une énigme à répondre. Il se passe des choses et on appelle Griffon à l'aide. Un policier lui demande de l'aide ou un inspecteur. Et puis, lui-même va être imbriqué dans l'histoire avec Isabelle de Saint-Gilles. Ils vont essayer de pister l'énigme à remonter. Et le tome 2, c'est exactement pareil. Il y a une nouvelle énigme. Dans ce tome 2, on a des parallèles des fois entre leur présent et le passé de Griffon et Isabelle, quelques années avant que la magie soit officiellement découverte par le commun des mortels d'ailleurs. Moi j'ai plutôt bien apprécié cette parallèle, le fait qu'on ait quelques chapitres dans le passé, puis d'autres au présent, puis à nouveau une petite touche de passé. J'ai beaucoup apprécié ce tome 2, je l'ai même un petit peu préféré au premier tome. Je ne sais pas trop vous expliquer pourquoi, mais j'ai préféré cette deuxième partie. Alors j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup l'écriture de Pierre Pével, mais c'est une écriture un peu particulière, c'est-à-dire je pense qu'il le fait exprès, comme on est dans un récit des années 1900, il fait exprès de parler un petit peu à la manière dont on parlait à cette époque-là. Il ne va pas parler comme un livre, comme Feu Sacré parle maintenant, quoi. Le langage est un petit peu différent, mais moi j'apprécie, ça nous plonge encore un peu plus dans le récit, et je trouve que ça ajoute un côté poétique ou historique, je ne sais pas comment vous décrire ça, à la plume de Pierre Pével. C'est vraiment un moment très agréable à passer, et personnellement, que ce soit le tome 1 ou le tome 2, moi je l'aurais tous les deux mis 17, parce que c'est franchement des bonnes petites lectures. On se pose les bonnes questions, des fois on est là, ah mais ça, est-ce que c'est ça, ou si et ça, et des fois on est surprise par les réponses d'ailleurs, d'autres fois j'avais deviné, mais non, il y a vraiment tout ce qu'il faut. La pointe de mystère à résoudre qui nous demande à nous de réfléchir aussi, la touche de romance avec Griffon et Isabelle, parce qu'ils sont mariés, mais des fois elle disparaît pendant des mois, et puis c'est un amour vache, c'est comme ça qu'on vit je pense, c'est-à-dire qu'elle l'agace par moments, d'autres fois c'est lui qui l'agace, enfin, ils adorent se chamailler, mais même s'ils se chamaillent, on sent qu'ils s'aiment beaucoup mutuellement, s'il arrive quelque chose à l'autre, l'autre est paniqué et se sent pas bien. Donc j'ai vraiment hâte de conclure cette saga qui est une trilogie. Je pense que ça sera fait assez prochainement. Franchement, le côté France est vraiment bien détaillé. Le côté de Paris avec les noms de rues et tout, la Tour Eiffel, on y trouve aussi des noms qu'on connaît, de personnalités. Et des fois on nous dit qu'en fait tel nom historique qu'on connaît était en fait un mage, ou est toujours un mage qui vit toujours, mais qui maintenant se cache parce qu'il a vécu la vie. Ils ont le droit de vivre en quelque sorte une vie où ils vont être reconnus. Donc voilà. On découvre, par exemple dans ce tome 2, j'ai beaucoup aimé, on découvre aussi Merlin. Dans ce tome 2, Merlin est toujours vivant, il est toujours bien là, sauf que maintenant, il se cache aux yeux de la population humaine normale, merci Electra. Merlin est mort, mais le vrai, en fait, il n'est pas vraiment mort. Toute la communauté magique le sait. C'est juste qu'il a vécu sa vie, qu'il avait le droit en étant reconnu, donc maintenant il se fait discret. C'est l'exemple typique, mais vous en avez plusieurs comme ça qui sont très rigolos.
On est aussi sur les années-lumière avec le cinéma et tout ça, et on nous l'intègre aussi avec cette touche de magie liée au cinéma. Je trouve vraiment que c'est un univers riche et sympa. Tout ça en France, donc c'est puis par un auteur français. Donc ça ne peut qu'être agréable de temps en temps d'être sur du fantastique français écrit par un auteur français. Moi, je ne peux que vous le conseiller. Ensuite, dans les lectures que j'ai faites pour le Pumpkin Autumn Challenge et qui sont pour le Disney Book Challenge, qui compte aussi pour celui-là, soit je les ai déjà mis dans le premier bilan du Disney Book Challenge, soit je les mettrai plus tard, mais je vais vous les citer là. Et encore une fois, je vous invite en barre d'infos à aller checker l'autre vidéo qui est déjà postée et la seconde viendra dans quelques temps. Donc, que j'avais mis pour les deux challenges et qui sont déjà lus, il y avait Serpentine d'Or, qui est donc chroniqué dans la première partie du bilan Disney Book Challenge. Percy Jackson. Alors, pour Serpentine d'Or, j'avais mis un 20. Percy Jackson, un 18. Il y a Kéléana, le tome 2, pour lequel j'ai mis 18. Ensuite, pour le Disney Book Challenge, je vais juste vous dire les livres que j'avais mis dans les deux challenges. Je vais juste vous dire les livres que j'ai mis dans le Pumpkin Autumn Challenge et dans le Disney Book Challenge. Ces livres sont pour certains déjà chroniqués dans ma première vidéo du Disney Book Challenge et les autres suivront dans la deuxième partie. Alors, nous avions dans le menu Automne frissonnant, pour la sous-catégorie Double Toil and Trouble, qui était sorcière, prophétie, tragédie, pièce de théâtre. J'avais mis Serpentine d'Or, pour lequel j'ai mis un 20 sur 20 et qui est déjà chroniqué. Et Percy Jackson, le tome 2. Je lui ai mis 18. En sous-catégorie le folklore de Chippenden, il y avait Kéléana, le tome 2, pour lequel j'ai mis 18. J'ai vraiment préféré au tome 1, c'est de passage. Et le trône des 7 îles. Après, il y avait aussi dans Automne, douceur de vivre, en sous-catégorie It's Just a Bunch of Opus, il y avait donc un Shiba couleur d'automne pour lequel j'ai mis 19, comme je vous ai dit. Puis dans la sous-catégorie Hey Gigi, tu ne trouves pas que ça sent drôlement bon à la Guitikiupaja, je ne sais pas dire ce mot. J'avais Jeunesse, famille, nourriture, parcours initiatique. Et j'avais à nouveau un Shiba couleur d'automne. Dans le menu Automne enchanteur, pour la sous-catégorie La lunette de pierre, c'est extra, quand on veut voir ce qui ne se voit pas. J'avais mis, les sous-menus étaient Petit peuple, féerie, nature, nature meeting, et j'avais mis en fait La sentinelle du petit peuple. Voilà. Lui, je pense que je ne l'ai pas encore chroniqué, je le ferai dans une deuxième vidéo, comme je vous dis, du Disney Book Challenge. Ensuite, dans la catégorie Non d'une dune, il y avait de l'écologie, anticipation, post-apocalyptique, SFI. J'ai pas encore chroniqué Le chat a mangé croquette. J'ai pas encore chroniqué Nevernight, le tome 1. Je lui ai mis un 18, j'ai vraiment adoré. Et j'ai aussi lu Chronique lunaire, que j'ai mis un 19, ça a été un mini coup de cœur. C'est vraiment deux livres que je vous conseille. Et pour Chronique lunaire, il est déjà chroniqué dans le premier bilan du Disney Book Challenge. La troisième sous-catégorie de ce menu, Princesse, il y avait à nouveau Kéléana, le tome 2. Et il y avait Un sorcier noir éternel pour le féminisme, inclusivité, LGBTQI et plus. Lui aussi, Un sorcier noir et éternel est déjà chroniqué dans cette vidéo du bilan Disney Book Challenge, première partie. Et finalement, pour Automne des mystères, en sous-catégorie Les ruines de l'Atlantide, avec les mots-clés conte moral, philosophie, mythes et légendes, récits, etc. J'ai l'or, que j'ai déjà chroniqué, me semble-t-il, mais je ne sais plus s'il est déjà chroniqué, mais l'or, pour lequel j'ai mis, me semble-t-il, un 18. Percy Jackson, comme je vous ai dit plus tôt, le tome 2, que j'ai mis 18. Et Les secrets des dieux égyptiens, pour lequel j'ai mis un joli petit 19, parce que c'était vraiment un beau livre. On apprend des choses, on redécouvre des choses. Je vous laisse aller voir ma première partie du bilan du Disney Book Challenge pour ces lectures-là. Je ne vais pas vous les raconter à nouveau, ça ne sert à rien de se répéter. Et la deuxième partie du Disney Book Challenge viendra dans quelques temps. Et la deuxième partie du Pumpkin Autumn Challenge, parce qu'il m'en reste encore un certain nombre que j'ai lu uniquement dans le Pumpkin Autumn Challenge. J'espère que cette longue vidéo vous aura plu.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire, à me dire si un de ces livres vous les avez lus, et si vous les avez aimés ou si ils vous font envie, si vous avez participé au challenge, qu'est-ce que vous avez lu dans ce cas-là. Moi, il n'y a pas de souci, j'adore lire les commentaires, j'adore y répondre. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à en parler autour de vous. Ça fait toujours plaisir aux petits créateurs comme moi, quand on parle d'eux pour essayer de se faire un petit peu plus connaître. Voilà, ciao ciao!